21h pile sur France Info. Bienvenue si vous nous retrouvez. Tout de suite le journal avec Cécile Bartoli. Et on se demande bien par quoi vous allez commencer. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Et vous le disiez en titre, c'est un séisme pour la première fois dans la Ve République. Un ex-président ira en prison. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de détention pour association de malfaiteurs. Malgré son intention de faire appel, cela n'empêchera pas son incarcération. Les explications de Peggy Moget. Un ancien président de la République envoyé derrière les barreaux. Décision historique. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme. Son épouse Carla Bruni à ses côtés, il ne cache pas sa colère. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Plus tôt dans la matinée, c'est un couple serein qui se présente pourtant au tribunal. Nicolas Sarkozy semble confiant. Ses 3 fils l'accompagnent, image d'un clan soudé. L'audience est ouverte, débute la lecture du délibéré. L'ancien chef de l'État est relaxé des faits de corruption, de détournement de fonds et de financement illégal de campagne. En revanche, la juge le déclare coupable d'association de malfaiteurs, prononce une peine de prison et à la surprise générale, demande un mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire. Autrement dit, Nicolas Sarkozy n'échappera pas à une mise sous écrou. Stupeur alors dans la salle d'audience, comme le raconte notre envoyé spécial. On a pu entendre des cris en quelque sorte retentir, notamment, alors pas des cris très bruyants, mais des cris de surprise du côté, bien sûr, des bancs des proches de Nicolas Sarkozy, son épouse, ses 3 fils venus aujourd'hui. L'ancien président fera néanmoins appel du jugement. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie. Dans un ultime geste de rancœur, Carla Bruni attrape la bonnette du micro des journalistes de Mediapart et la jette à terre. C'est ce média qui avait révélé l'affaire des soupçons de financement libyen. Certaines figures de la politique n'ont pas hésité à lui apporter leur soutien. D'autres ont préféré s'abstenir de tout commentaire. Une chose est sûre, cette condamnation inédite secoue le monde politique. Les explications devant le domicile de l'ex-président de Caroline Motte. Oui, c'est clairement une onde de choc à tel point que plusieurs responsables politiques refusent de réagir oralement à cette condamnation. Nicolas Sarkozy a bien reçu des marques de soutien de sa propre famille politique à droite comme Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau. Mais on ressent tout de même une gêne à commenter de vive voix cette décision judiciaire. Sans surprise, la gauche, elle, ironise sur cette condamnation qu'elle juge bien méritée. Mais au-delà de ces réactions, il y a ce soir une question primordiale qui risque de se poser. Le principe de l'exécution provisoire peut-il tenir ? Aujourd'hui, Marine Le Pen a vertement dénoncé ce principe d'exécution immédiate des peines, même en cas d'appel. Il faut dire qu'elle est directement concernée et menacée dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Ses plus proches travaillent d'ailleurs à faire modifier cette loi si le Rassemblement national arrive un jour au pouvoir. En attendant, ce choc Sarkozy semble secouer une bonne partie de la classe politique à l'idée de voir un ancien président dormir en prison. Alors, comment réagissent les Français à cette condamnation de la détention pour un ex-président ? Eh bien, ils sont étonnés, mais respectent cette peine inédite. C'est surpris, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit condamné. Donc c'est plutôt, je pense, une bonne nouvelle pour la justice. Ça prouve que tout le monde est condamnable. Quand on fait des choses répréhensibles, eh bien, personne ne passe entre les mailles du filet, donc c'est plutôt pas mal. C'est triste, plutôt, je dirais, d'un côté aussi pour la démocratie, parce qu'un président qui est condamné, alors qu'il devrait faire preuve d'exemplarité, ça montre... Ça soulève des questions dans notre société, dans notre système. Je le considère comme n'importe quel citoyen.
à devoir rendre des comptes si besoin est. La jeune fille de 12 ans enlevée hier soir a été retrouvée saine et sauve près de Nantes. Le suspect, un ami de son père, a été placé en garde à vue. L'homme de 34 ans avait déjà été condamné pour des faits de violence sur mineurs. Les agriculteurs de nouveau mobilisés dans le viseur des syndicats agricoles, l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Malgré l'opposition de la France, l'UE a lancé sa ratification. Quelles professions sont les plus menacées et pourquoi ? Élément de réponse dans ce journal. Des tracteurs qui convergent dès ce matin vers Dijon pour manifester la colère des agriculteurs. Dans leur viseur, le traité du Mercosur entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Des importations de viande et de céréales qui ne seraient pas soumises aux mêmes normes que les produits français. On a l'agriculture la plus saine du monde et derrière, on va importer l'agriculture la plus opposée à celle qu'on fait nous en France. Pour nous, c'est une aberration, c'est une incompréhension, c'est énormément de colère dans les campagnes. Près de Vesoul, ces éleveurs veulent eux aussi dénoncer la concurrence étrangère qu'ils jugent déloyale. En symbole de protestation, une vache drapée de bleu-blanc-rouge devant une chaîne de restaurants qu'ils accusent de ne pas servir de viande locale. Tous redoutent de nouvelles importations massives de viande étrangère au prix cassé. Aujourd'hui, les prix commencent à être un petit peu rémunérateurs pour les éleveurs. Si derrière on recasse ces marchés, j'ai peur qu'on soit en train de désertifier le pays de ces viandes bovines. Selon la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, le modèle français serait en péril face à la mondialisation et à des normes inéquitables. Nous le disons clairement, pas de double standard. Ce qui est interdit aux producteurs européens doit l'être aussi pour ceux qui exportent chez nous. Selon ce spécialiste, c'est bien cette non-réciprocité des normes qui irrite le monde agricole. Ils sont surtout exaspérés finalement des incohérences des différentes politiques à la fois européennes et internationales. On leur dit qu'on les aime, mais en signant cet accord, on va importer aussi finalement un autre modèle d'agriculture qui est plutôt rejeté par les Français et les agriculteurs eux-mêmes. Plus de 70 actions d'agriculteurs sont prévues d'ici à demain soir dans toute la France. Et voilà pour le journal largement consacré à la condamnation de l'ex-président Nicolas Sarkozy. Merci Cécile, et évidemment on va consacrer une large part de cette émission à ce séisme dans la vie politique française. Pour nous en parler, Noémie Schulz, bonsoir. Vous avez travaillé toute cette journée, vous avez été depuis très tôt ce matin à la Cour, en salle d'audience, vous allez nous raconter toutes les coulisses de cette journée. Vous êtes évidemment la journaliste spécialisée police-justice de la rédaction. À vos côtés, Florence Roas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate pénaliste, et à vos côtés, Ludovic Friat, juge et président de l'Union syndicale des magistrats. Bonsoir. Alors avant même de retourner voir ce qui s'est joué aujourd'hui à la Cour à Paris, racontez-nous, Noémie, toute la journée vous nous avez raconté notamment ce moment de surprise, de stupeur. Même vous avez été surprise. Oui, je crois que pas grand monde dans la salle d'audience aujourd'hui s'attendait à ce que un mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'on applique immédiatement la condamnation, soit décerné à l'audience pour Nicolas Sarkozy. Il faut bien comprendre, cette audience a été très longue, la lecture de délibéré a duré près de 3h30, et assez rapidement, on a compris que Nicolas Sarkozy allait être condamné, puisqu'il ne faisait pas partie des 3 prévenus totalement relaxés, ce qui a été le cas d'Éric Woerth, donc il allait être condamné, mais que les chefs d'accusation tombaient un peu les uns après les autres, parce que le tribunal a estimé qu'un certain nombre d'éléments portés par l'accusation n'avaient pas pu être prouvés, démontrés. Et donc, on a vu tomber le chef de corruption passive, on a vu tomber le chef de financement illégal de campagne, et il est resté l'association de malfaiteurs. Donc, on a compris que Nicolas Sarkozy allait être condamné, mais j'ai cru percevoir, en tout cas on pouvait deviner du côté des soutiens de Nicolas Sarkozy, ils étaient nombreux, il y avait ses 3 fils qui étaient présents, son épouse Carla Bruni, une sorte de soulagement en tout cas, de se dire bon, on a peut-être échappé au pire. Je vous rappelle que 7 ans de prison avaient été requis par le parquet national financier.
Et puis là, il est à peu près 12h30, 12h45, ça fait donc plus de 2h30 qu'on est dans la salle. Je me fais la réflexion qu'il y a beaucoup de policiers et qu'il y en a plus qu'au début de l'audience. Et ça, c'est souvent un signe, c'est le signe, et Florence Roys le confirmera peut-être, que sans doute que des mandats de dépôt vont être décernés parce que donc... Mandat de dépôt pour nos téléspectateurs, ça veut dire qu'on va emmener quelqu'un qu'on a immédiatement en prison. Et donc, on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement, que la personne condamnée ne soit pas violent, ne se dirige pas vers les magistrats. Donc, les policiers sont nombreux et d'ailleurs se rapprochent du prévenu quand il s'avance à la barre. Alexandre Djouri s'avance à la barre. Il est condamné à 6 ans de prison, c'est un des prévenus, et il est condamné à 6 ans de prison avec le mandat de dépôt immédiat. Donc là, on se dit, c'est peut-être pour lui que les policiers étaient présents en nombre. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Nicolas Sarkozy. Il écoute, donc je ne vois pas son visage, il est face à la cour, face au tribunal, pardon. Nous sommes dans la salle d'audience, donc nous voyons son dos. Et il écoute le tribunal prononcer donc cette condamnation, 5 ans de prison, avec mandat de dépôt à effet différé et exécution provisoire, ce qui veut dire... On va revenir dessus, on va bien expliquer ça. Et là, il y a dans cette salle comme ça, qui saisit la salle d'audience. Vous n'avez pas le droit de crier, vous n'avez pas le droit de commenter, mais on a senti vraiment que tout le monde retenait son souffle de surprise parce que je pense que personne, ou presque personne, certains l'avaient peut-être prédit, n'avait imaginé que Nicolas Sarkozy partirait en prison. On pensait qu'en faisant appel, ça suspendrait la condamnation. Alors, on a vu dans votre journal, Cécile, le déroulé de cette journée. On va juste retourner sur le terrain, voir les explications sur cette condamnation. Vous l'avez déjà abordé, Noémie. Regardez d'abord ce reportage d'Éric Pelletier, de vous, Noémie Schulz, et de José Boulestex, et on en débat juste après avec nos invités. Pour préparer sa campagne présidentielle de 2007 et lui permettre d'accéder à l'Élysée. On ne construit rien sur la haine des autres. Nicolas Sarkozy s'est rendu coupable, selon le tribunal, de faits d'une gravité exceptionnelle et de nature à altérer la confiance des citoyens. Une association de malfaiteurs, selon le jugement, avec en première ligne plusieurs de ses proches. D'abord, son directeur de cabinet de l'époque, Claude Guéant, son ami Brice Hortefeux, et enfin l'intermédiaire Ziad Takieddine. Le but des 4 hommes, selon le jugement, obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d'obtenir un financement de la campagne. Au tribunal aujourd'hui, Claude Guéant a été condamné à 6 ans de prison et Brice Hortefeux à 2 ans d'emprisonnement. Ils auraient directement négocié avec les dirigeants libyens en rendant compte à Nicolas Sarkozy de ses entretiens occultes. Des rencontres secrètes, des rencontres opaques, des rencontres que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ne pas connaître. On va traduire ça autrement. Donc il savait. Pour le tribunal, Nicolas Sarkozy a laissé ses discussions prospérer, ce qui justifie sa condamnation. En épluchant les comptes de campagne, les juges n'ont toutefois retrouvé aucune trace d'argent libyen, aucune preuve que les discussions aient atteint leur but. Nicolas Sarkozy est donc relaxé des accusations de corruption et de financement illégal de campagne électorale. Le tribunal ne peut pas établir avec certitude qu'il y avait plus de 35 000 € en espèces dans cette campagne, même si ça ne peut pas être complètement exclu. Nicolas Sarkozy devra aussi verser une amende de 100 000 €. Au total, 8 personnes ont été condamnées dans cette affaire. Alors, on va revenir aux détails de la condamnation, mais pareil, Florence Roys et Ludovic Fria, vous aussi, vous avez été surpris en tant qu'avocate, en tant que magistrat, de ce qui est un événement judiciaire de l'histoire de notre pays. Moi, j'ai été très surprise, extrêmement surprise. Mais, par quoi? Par la condamnation, le quantum, par la sévérité? Par la sévérité. Est-ce que c'est sévère? Par le quantum de la peine, l'exécution provisoire, le mandat de dépôt. Là, vraiment, je suis tombée de ma chaise, comme on dit. Et je dois vous dire que ce qui me choque particulièrement, mais on n'en est pas à la première décision comme ça, mais c'est dans l'air du temps, même dans nos cabinets, c'est ces décisions assorties de l'exécution provisoire. Moi, ça me choque parce que je me dis, quid du second degré de juridiction? En fait, on parlait de l'appel. De l'appel. C'est-à-dire qu'à partir du moment, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, où une décision de première instance est assortie de l'exécution provisoire, ça met en échec la possibilité de l'appel. Enfin, on peut faire appel, mais la décision s'exécute et toutes ses conséquences. Si la Cour d'appel vient par la suite, comme on dit dans notre jargon, par extraordinaire, à réformer la décision de première instance, c'est-à-dire à infirmer, il y a déjà eu les effets de la première instance, et notamment un mandat de dépôt. Enfin, je veux dire,
franchement, ça m'a surpris. Et j'aime pas le message que ça donne en plus, vous voyez, au niveau de la politique pénale, de la justice. Comment j'ai vu que notre ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a dit, je l'ai lu, qu'il avait hâte de lire la motivation sur le mandat de dépôt. Comment motiver ce mandat de dépôt ? Monsieur Sarkozy, il est là, il a pignon sur rue. C'est quand même particulier. Parce que, justement, Ludovic Friat, est-ce que ça vous a surpris ? Et juste expliquer à nos téléspectateurs, normalement, le mandat de dépôt, en attendant un appel, c'est pour être sûr, c'est quand il y a un risque, par exemple, que la personne s'échappe, se soustrait à la justice. C'est pas exactement ça. Le mandat de dépôt, en fait, tous les jours, dans toutes les juridictions de France et de Navarre, vous avez de très nombreux mandats de dépôt qui sont prononcés et qui sont assortis d'exécution provisoire. Je regardais encore les statistiques récentes. Dans 60% environ des peines fermes, celles-ci sont exécutées immédiatement. Et on passe à un taux d'exécution immédiat de 80 ou 85% à partir d'une peine d'un quantum important, on va dire à partir de 5 ans. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc vous, ça ne vous surprend pas, cette décision ? Je ne connaissais pas cette décision, comme tout à chacun. Je n'avais aucune décision, d'autant évidemment. Plus que ce procès, je n'ai pas encore eu le jugement, je ne l'ai pas suivi plus que tout à chacun en regardant un petit peu la presse, ce qui se passait. Ce que je pensais au niveau qui est le mien et avec l'expérience qui est la mienne, c'était du tout ou rien dans ce type de procès. Je pensais que soit effectivement le tribunal allait considérer qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour entrer en condamnation et qu'on allait déboucher sur une relaxe, soit effectivement, si on était sur une condamnation, on était, à mon sens, nécessairement sur une peine assez importante, puisque les faits qui étaient reprochés à Nicolas Sarkozy, et il a fait appel, donc il n'est pas condamné, il est présumé toujours innocent à ce jour. Il est condamné quand même, là, il a été condamné aujourd'hui par un tribunal. Il a fait appel. Ces faits sont d'une gravité insigne. Je veux dire par là, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grave, si on l'estime coupable, que pour un ministre de la République qui est en train de postuler à la magistrature suprême, de solliciter effectivement, ou de laisser son équipe solliciter un dictateur étranger pour financer toute ou partie de la campagne. Ce que vous dites, c'est pas logique que s'il est reconnu coupable, la peine aurait dû être plus lourde que 5 ans de prison, vous trouvez? Non. Alors, cette peine, on est à peu près au milieu du quantum de peine. Il encourait 10 ans. C'est une peine qui est une peine sérieuse, sévère, je ne sais pas, mais qui est une peine qui, à mon avis, est à la hauteur de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Voilà, je dis pas autre chose. Après, c'est pas à moi, dans la situation qui est la mienne, de magistrat et de représentant d'un syndicat de magistrats, de commenter une décision prise par des collègues qui, eux, contrairement à moi, ont suivi le dossier pendant de longues semaines du débat de l'audience et qui ont travaillé dessus tout l'été avant de prendre leur décision. Et juste pour que les téléspectateurs qui nous écoutent comprennent bien, donc vous nous rappeliez, Noémie, donc il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Enfin, c'est le jugement de la Cour, pas de financement illégal de campagne, mais donc condamné pour association de malfaiteurs. En fait, association de malfaiteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice a considéré que Nicolas Sarkozy, entre guillemets, était à la tête d'un réseau qui allait commettre une infraction ou qui commettait une infraction. La justice a estimé que Nicolas Sarkozy a participé à une entente avec Claude Guéant, Brice Hortefeux, Ziad Takieddine. Dans quel but? Dans le but d'obtenir un engagement de la Libye, d'un financement de la future campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. En échange, ça, c'est l'objectif, même si le financement n'a pas été caractérisé. Et ce que dit le tribunal aujourd'hui, c'est que d'abord, quelles sont les preuves de cette entente? Eh bien, ce sont notamment des rencontres qui ont eu lieu entre Claude Guéant et un haut dignitaire libyen, un très proche de Mouammar Kadhafi, Abdallah Sinoussi. Pareil entre Brice Hortefeux et cet homme, par ailleurs condamné par la France pour des faits de terrorisme. Et le tribunal nous dit, peu importe si la procédure n'a pas permis de retrouver cet argent dans la campagne, effectivement, on n'a pas pu prouver que de l'argent libyen avait servi à financer la campagne de Nicolas Sarkozy, la préparation suffit à caractériser le délit d'association de malfaiteurs, même si le but n'est pas concrétisé. Ces faits, d'une exceptionnelle gravité, sont de nature à altérer la confiance des citoyens dans les institutions de la République. C'est comme cela que le tribunal a notamment justifié ce mandat de dépôt à effet différé. Alors juste, on va avancer en voyant quelle va être l'exécution de la peine, a priori la prison. Question, peut-il
vous allez nous l'expliquer, peut-il échapper à la prison ferme, c'est-à-dire vraiment aller derrière les barreaux? On regarde d'abord un extrait de ce reportage de Claire Vérove et on en discute juste après. Les avocats de Nicolas Sarkozy sortent de son domicile cet après-midi. L'ancien président a été autorisé à rentrer chez lui en attendant d'être incarcéré. Quelles sont les prochaines étapes? Le 13 octobre, Nicolas Sarkozy sera convoqué par le parquet national financier pour connaître sa date d'entrée en prison. Elle aura lieu dans un délai relativement proche, au maximum sous 4 mois, soit avant le 13 février. En attendant, l'ancien président reste libre. La justice considère qu'il ne risque pas de fuir. Nicolas Sarkozy peut-il encore échapper à la prison? Non. Même s'il fait appel, la justice a prononcé une exécution provisoire. Il doit être incarcéré avant le prochain procès. L'ancien président devrait être détenu dans un quartier dédié, comme il en existe à la prison de la Santé à Paris, en raison de son statut d'ancien chef d'État. C'est ça l'enjeu, c'est de s'assurer que la personne, du fait de sa notoriété et puis de ce qu'elle incarne aussi, ne va pas subir des violences, des quolibets ou des choses comme ça de manière démesurée de la part des personnes détenues qui l'entourent. Nicolas Sarkozy sera placé dans une cellule identique au reste de la prison. Même superficie, même aménagement. Il aura droit au même nombre de parloirs et d'appels téléphoniques que les autres détenus, mais il ne partagera pas sa cellule. A-t-il encore des recours ? Oui, une fois entré en prison, Nicolas Sarkozy pourra demander à être remis en liberté, en mettant en avant ce que l'on appelle ses garanties de représentation. Alors, les garanties de représentation, c'est l'absence de risque de fuite en quelque sorte. C'est quand vous avez des points d'attache suffisamment forts qui peuvent laisser penser aux magistrats que vous n'allez pas prendre la fuite. C'est par exemple une vie familiale, une vie professionnelle bien établie. Avant une telle décision, Nicolas Sarkozy passera donc au moins plusieurs jours en détention. Juste pour qu'on soit bien clair pour nos téléspectateurs, là on voyait les recours possibles pour Nicolas Sarkozy. Ce sont des recours une fois qu'il est entré en détention. Oui, est-ce que, là je m'adresse aux juristes que vous êtes, magistrats et avocats, mais est-ce que vous voyez une voie pour que Nicolas Sarkozy échappe à la prison ferme et soit condamné, fasse appel, mais n'aille pas physiquement passer ses nuits en prison? Alors, il a 70 ans passés. Il va pouvoir bénéficier des dispositions de la libération conditionnelle qui permettent justement de demander une libération conditionnelle avant même, il va être obligé de mettre un pied en prison, certes, mais avant même d'avoir fait la moitié de la peine, comme la règle de la libération conditionnelle l'exige normalement. C'est-à-dire que normalement, pour demander une libération conditionnelle, on doit avoir fait la moitié de la peine. Mais quand on a 70 ans, comme c'est son cas, on peut demander cette libération conditionnelle sans avoir fait la moitié de la peine. Maintenant, comme il y a une exécution provisoire du mandat d'arrêt, il est obligé d'être incarcéré pour faire cette demande. Donc, alors, il y a toujours des moyens. Surtout, je crois que la libération conditionnelle, c'est une fois que la décision est définitive. Or, il fait appel. Il faut que la peine soit définitive. Là, ce qu'il va pouvoir faire, c'est des demandes de mise en liberté. Et ça, c'est la cour d'appel de Paris. Soit il faut qu'il attende l'appel, il est obligé qu'il renonce à l'appel. Il est obligé d'être sous écroux. Donc, pour être sous écrou, effectivement, il faut qu'il se présente. C'est très clair. Il faut qu'il se présente à la prison. Ira en prison. Le jour même où, effectivement, il est sous écrou, ses avocats peuvent déposer une demande de mise en liberté qui doit être, alors si j'ai bonne mémoire, examinée par la cour d'appel dans les 10 jours. Et ça, il pourra en déposer. Il pourra en déposer plusieurs. Après, est-ce que effectivement la cour d'appel fera droit à sa demande? Ça, personne ne le sait à cette heure. Ce qu'il faut aussi avoir bien conscience, c'est que comme il est détenu et qu'il a fait appel, son dossier doit être jugé rapidement. On ne peut pas dire que son dossier sera jugé dans 1 an, dans 2 ans, et le laisser en détention provisoire, mais en détention pendant ce temps-là. Donc normalement, la loi prévoit que le dossier doit être jugé en appel dans un délai de 4 mois, renouvelable une fois. Donc 2 fois. Mais deux fois, pardon. Juste pour être très clair, je crois qu'il y a 4 mois, il sera fixé le 13 octobre prochain. Il y a 4 mois, donc ça veut dire que vous pensez que quoi qu'il arrive, d'ici le 13 février 2026, si je ne m'abuse, Nicolas Sarkozy ira en prison et sera derrière les barreaux. Oui, à moins que ses avocats trouvent une faille dans les textes, mais non, Nicolas Sarkozy va être incarcéré et effectivement, il pourra très rapidement faire des demandes de mise en liberté, mais rien ne dit qu'elles seront accordées immédiatement. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas du tout certain que Nicolas Sarkozy restera en prison jusqu'à son procès en appel, qui effectivement doit intervenir
au plus tard dans un an, sachant qu'il n'est pas le seul, encore une fois, qui est sous le coup de ce mandat de dépôt. Il y a d'autres prévenus, notamment Alexandre Djouri, qui lui dort ce soir en prison. Alors écoutez juste, tout à l'heure sur le plateau de France Info, il y avait Pierre Botton, un homme d'affaires célèbre qui a été justement en prison et qui, je ne vais pas dire donnait des conseils à Nicolas Sarkozy, mais raconte ce qui va arriver à l'ancien président de la République. On l'écoute. D'une violence folle, parce que vous n'êtes d'ailleurs une des premières choses que vous faites, c'est vous faites une photo et on vous donne un numéro d'écrou. Et vous n'êtes plus qu'un numéro d'écrou. Il ne peut pas avoir de parfum, parce qu'il y a de l'alcool, donc vous ne pouvez pas avoir d'alcool, pas de choses tranchantes. Tous les objets de valeur sont retirés, donc s'il a une montre de valeur, on l'enlève. Il va être fouillé. Alors je ne pense pas qu'on va lui faire une fouille à corps, mais quand même, on va le fouiller, on va le mettre en caleçon. Et... La première nuit, on va le réveiller tous les 2 heures. Il va avoir droit à une promenade le matin et une promenade l'après-midi d'1h45. Oui, on parle toujours des prisons VIP, mais c'est un ancien président de la République qui va vivre ça. Ouais, c'est assez hallucinant. Et tout à l'heure, vous disiez que les mandats d'arrêt, mandats de dépôt à la barre sont assez réguliers, mais moi, d'expérience, le mandat de dépôt à la barre, c'est souvent, ou le mandat d'arrêt avec exécution provisoire, c'est souvent des gens qui ne se présentent pas à l'audience, justement, pour les contraindre, finalement, de se présenter, parce qu'après, ils ont un mandat d'arrêt et qu'ils ne peuvent pas circuler librement. Or là, ce qui est quand même choquant, c'est que cet homme, il a pignon sur rue. Au-delà de l'aspect que c'est un ancien président de la République, et c'est vrai que ça rajoute à ce côté un petit peu étonnant, enfin même plus qu'étonnant, ce qui nous a tous étonnés, mais c'est le côté justement, enfin il a pignon sur rue, il a des garanties de représentation, ce dont parlait tout à l'heure votre intervenant. Voilà, donc il a une adresse, on sait le trouver, il va pas se sauver. C'est la raison pour laquelle c'est quand même assez hallucinant que cette décision ait été assortie et de l'exécution provisoire et du mandat de dépôt. Ludovic Fria, juste avant qu'on aille voir des exemples étrangers, est-ce que c'est aussi, c'est un exemple? Là, c'est l'exemple, j'allais dire presque parfait, que la justice est la même pour tous. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça? On peut l'interpréter comme ça, parce que la loi nous dit, c'est pas le juge qui le décide un matin, la loi nous dit que en dessous d'un enferme, vous devez aménager la peine. Au-dessus, la peine doit être exécutée. Alors la loi ne dit pas qu'elle doit être exécutée tout de suite, mais la loi dit qu'elle doit être exécutée, elle n'a pas vocation à être aménagée. Donc là, on se retrouve sur une peine de 5 ans, qui est une peine élevée, et qui a vocation à être exécutée. Alors c'est vrai que traditionnellement, on a tendance à se dire, quand les faits sont anciens, quand les gens effectivement ont des garanties de représentation, on ne met pas dans le dépôt à la barre. C'était un peu, on va dire, une pratique judiciaire, mais qui est de moins en moins vraie. De moins en moins vraie, parce qu'en fait, de facto, on estime que lorsque la peine est importante, les gens doivent exécuter leur peine. Et c'est ce que nous demandent nos concitoyens, quelque part, tous les jours. Enfin, moi, je suis sur les plateaux assez souvent, j'entend dire, c'est laxiste et pas assez rapide. On nous pousse à ça. La réalité, c'est qu'on nous pousse à ça. Et d'autre part, on va se heurter à une réalité carcérale française qui est peu reluisante. Nos prisons débordent, nos prisons sont souvent dans un état indigne, on le sait tous, au premier rang desquels nos politiques le savent tous. Je suis désolé qu'ils se rendent compte et qu'ils le découvrent dans de telles circonstances. Je dis pas que c'est pas violent, c'est très violent ce qui lui arrive. On est d'accord. Ceci étant, c'est ce qui arrive à la majeure partie de nos concitoyens. Et c'est ce qui arrive aussi, on va le voir pour finir cette page, à d'autres hommes et femmes politiques, et pas qu'en France. Je vais retrouver justement Aurélie Schiller au Hub. Alors déjà, Nicolas Sarkozy n'est pas le premier président français condamné. Je ne dis pas à aller en prison, mais condamné. Et non, regardez, on se souvient tous de Jacques Chirac, ancien président de la République. En 2011, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Son Premier ministre Alain Juppé, lui, sera condamné à 14 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt, là aussi dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Et puis François Fillon, ancien Premier ministre, lui, il sera reconnu coupable dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. À l'issue d'un 3e procès ordonné par la Cour de cassation, c'était en juin dernier, il écopera de 4 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Alors là, c'est des condamnations, mais on va voir qu'ailleurs dans le monde, et même en Europe,
là, d'autres présidents, chefs de gouvernement ont été incarcérés, c'est-à-dire sont allés en prison. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la grande majorité des affaires, tout ça est lié à de la corruption ou encore à du financement illégal de campagne électorale. En Europe, donc, regardez, José Socrate, l'ancien Premier ministre du Portugal, mais aussi ses homologues croates ou encore roumains, ont tous fait un séjour en prison. Et ailleurs dans le monde, Park Geun-hye, c'est l'ancienne présidente de la Corée du Sud, elle a été condamnée en 2018 à 24 ans de prison pour corruption. Et puis, il y a des cas plus emblématiques avec des chefs d'accusation différents. On peut parler notamment de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Il est condamné le 10 septembre dernier à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Et puis, l'exemple le plus marquant de ces dernières années, c'est celui de l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, qui fait face à de nombreuses poursuites judiciaires avant sa réélection en 2024. Et ces poursuites judiciaires, elles ont eu pour conséquence plusieurs condamnations civiles et pénales. Merci Aurélie. Évidemment, Donald Trump et Jair Bolsonaro pour des cas différents, des tentatives de coup d'État, mais en tout cas, c'était très instructif. Je retourne juste finir cette page avec nos invités. On le voit, c'est pas quelque chose d'unique ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est c'est aussi un progrès de nos sociétés de ne pas avoir peur de mettre des dirigeants en prison? Vraiment le mot de la fin, est-ce que c'est pas l'état de droit? Ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est rassurant pour nos concitoyens de se dire, effectivement, la loi est la même pour tous. C'est quand même un fondement du pacte républicain et de l'état de droit de se dire, qui qu'on soit, si on commet une infraction, on peut aller en prison. Et ce qu'il faut dire aussi, ça me paraît important, c'est que ce n'est pas Nicolas Sarkozy, l'homme politique, et ses idées qui ont été jugées par ce tribunal. C'est les faits commis par Nicolas Sarkozy. Alors c'est sûr que sa qualité politique de premier plan a sans doute joué dans la peine, parce qu'on attend de lui sans doute une plus grande honnêteté que nos concitoyens moyens, lambda. Mais ce n'est pas ses idées qui ont été jugées. Et moi, ce qui me choque, ce qui me pose difficulté, c'est quand M. Nicolas Sarkozy, dans sa défense, vient nous dire « j'ai été victime de la haine », bon, j'imagine de Mediapart, mais aussi des magistrats. Comment imaginer que des magistrats, dans notre pays, puissent condamner quelqu'un par haine? C'est pas sérieux, c'est une fable. Et on en reparlera évidemment, vous reviendrez en plateau. On déborde un petit peu, 21h32 sur France Info. Tout de suite, le rappel de titre avec Cécile Bartoli. Et vous venez d'en parler, c'est un séisme. Pour la première fois dans la Ve République, un ex-président ira en prison. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de détention pour association de malfaiteurs. Il a été jugé coupable d'avoir laissé ses proches démarcher la Libye pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy a fait appel de ce jugement. Son avocat assure que tout sera fait pour que son passage en détention soit le plus court possible. On fera tout pour qu'il ne dorme pas en prison dans les semaines à venir. On a des faits qui ne justifient pas la déclaration de culpabilité de Nicolas Sarkozy. Il est innocent. Alors, 5 ans, quand on est innocent, c'est beaucoup. C'est trop. C'est impossible. Je comprends qu'il se pose ces questions sur le sort qui lui est fait. Alors, comment réagissent les Français à cette condamnation de la détention pour un ex-président? Eh bien, ils sont étonnés, mais respectent cette peine inédite. C'est surpris, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit condamné. Donc c'est plutôt, je pense, une bonne nouvelle pour la justice. Ça prouve que tout le monde est condamnable. Quand on fait des choses répréhensibles, eh bien, personne ne passe entre les mailles du filet. Donc c'est plutôt pas mal. C'est triste, plutôt, je dirais, d'un côté aussi pour la démocratie, parce qu'un président qui est condamné, alors qu'il devrait faire preuve d'exemplarité, ça montre... ça soulève des questions dans notre société, dans notre système. Je le considère comme n'importe quel citoyen, à devoir rendre des comptes si besoin est. La jeune fille de 12 ans enlevée hier soir a été retrouvée saine et sauve près de Nantes. Le suspect, un ami de son père, a été placé en garde à vue. L'homme de 34 ans avait déjà été condamné pour des faits de violence sur mineurs. Les agriculteurs de nouveau mobilisés. Demain, ils mèneront de nombreuses actions sur l'ensemble du territoire et des rassemblements sont prévus notamment à Toulouse, à Rennes ou à Saint-Malo. Dans leur viseur, l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Malgré l'opposition de la France, l'UE a lancé sa ratification.
De nombreux drones d'origine inconnue ont survolé des aéroports civils et militaires au Danemark. C'est la deuxième fois au cours de la semaine. Le ministre de la Défense danois juge qu'il s'agit d'une menace systématique causée par un acteur professionnel. Ces incidents surviennent après l'incursion de drones russes en Pologne et en Roumanie. Moscou a fermement démenti être impliqué. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Loïc. Merci Cécile, on poursuit le décryptage évidemment de l'actualité de la journée qui est vraiment un séisme politique dans notre pays, dans l'histoire de la Ve République avec la condamnation et un Nicolas Sarkozy qui va aller en prison, qui va se retrouver derrière les barreaux. Évidemment, une première pour un ancien président de la République. Pour en parler avec nous, Isabelle Fissek, bonsoir. Vous êtes chef du service France des Échos, avec qui nous sommes en partenariat sur cette émission. Luc Gras, bonsoir, politologue, auteur de La démocratie en péril aux éditions Amazon. Et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, directeur fondateur du site Atlantico. Alors évidemment, dans cette page, on vient de voir, on était à l'instant avec Noémie Schulz, notre reporter qui a suivi toute cette journée d'audience et de jugement avec un magistrat et une avocate. On est allé dans les significations, notamment juridiques, et la réalité concrète de la détention pour Nicolas Sarkozy. Avec vous, on va ouvrir un petit peu le débat sur les conséquences politiques, encore une fois, de ce séisme aujourd'hui. D'abord, allons voir sur le terrain les réactions du monde politique, à gauche comme à droite. Regardez ce reportage d'Alexandre Pérou et on en débat juste après. Un ancien président derrière les barreaux, séisme judiciaire et coup de tonnerre politique. Une première qui fait d'abord réagir dans la famille politique de Nicolas Sarkozy. Plusieurs fois son ministre, le maire de Nice, Christian Estrosi, fait part ce soir de sa tristesse. Je veux dire à ces millions de Français qui sont sans doute dans l'incompréhension ce soir qu'il reste dans mon cœur et comme dans le leur, je n'en doute pas un seul instant, celui qui a été et qui reste plus que jamais un très grand homme d'État au service de la France. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur démissionnaire et président des Républicains Bruno Retailleau apporte tout son soutien sans réserve à l'ex-président. Quand Laurent Wauquiez salue lui son action comme chef de l'État. Mais d'autres vont plus loin, comme le président du Sénat Gérard Larcher, qui s'interroge sur l'exécution provisoire de la peine, tout comme Marine Le Pen, condamnée elle aussi avec exécution provisoire en première instance en mars dernier. La généralisation de l'exécution provisoire par certaines juridictions représente un grand danger au regard des grands principes de notre droit. Une remise en cause des institutions judiciaires, dénoncée ce soir par le patron du Parti socialiste. Je ne comprends pas que des femmes, des hommes qui sont censés incarner l'ordre républicain et accepter l'idée que ce que nous avons de plus précieux, c'est l'état de droit, se mettent maintenant à critiquer la justice. D'autres se sont montrés plus ironiques, à l'image de la patronne des écologistes, Marine Tondelier. Elle a détourné le slogan des Républicains, « La France des honnêtes gens », avec cette fausse affiche de Nicolas Sarkozy et François Fillon, désormais tous les deux condamnés par la justice. Allez, on va parler évidemment des conséquences politiques, mais avant, à vous trois, j'ai quand même envie de demander, j'avais demandé la même chose aux avocats, aux magistrats qui étaient avec nous sur le plateau précédent. Comment avez-vous appris cette nouvelle lorsque la condamnation et le mandat de dépôt, c'est-à-dire le fait que Nicolas Sarkozy va aller en prison, comment vous l'avez appris, Isabelle? Et puis on va demander après à nos autres invités, est-ce que vous avez été surprise? C'est vrai que c'est une vraie déflagration, et d'autant plus qu'à la lecture du jugement, il y a d'abord eu relax d'un certain nombre de chefs d'accusation, corruption, financement illégal de campagne, et puis in fine, Nicolas Sarkozy a été reconnu par le tribunal coupable d'association de malfaiteurs, et donc à la fin, avec cette condamnation, 5 ans, mandat de dépôt, différé, etc., mais avec l'exécution provisoire. Donc c'est la première fois qu'on assiste à un tel jugement pour un ancien président de la République. Oui, Noémie Schulz, notre reporter qui a suivi toute cette journée d'audience, nous disait qu'il y a eu un... Il y a eu un haut... il y a eu quand même un souffle de surprise et de stupeur dans la salle. Et avec les gendarmes qui entraient aussi pour les mandats de dépôt. Oui, ce qui peut... Noémie nous disait, c'est là qu'elle s'est dit que quelque chose se prépare. Tout le monde a compris, se prépare quelque chose. Jean-Sébastien Ferjou. Moi, je la trouve profondément inquiétante, cette décision, pour tous les Français. Et elle vous a surprise aussi ?
Surprise, je ne sais pas, parce que malheureusement, on voit bien ce qu'était déjà la construction intellectuelle d'un certain nombre de magistrats. Mais oui, elle est particulièrement surprenante, parce que je ne m'explique pas la logique juridique qu'il y a à relaxer Nicolas Sarkozy sur tous les chefs d'inculpation, sauf celui d'association de malfaiteurs. Parce que si on le dit autrement, pour que les gens comprennent l'insécurité juridique que ça fait poser sur chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'en France, vous pouvez donc être condamné pour l'intention supposée d'avoir voulu commettre un délit sans qu'il soit prouvé. Et d'ailleurs la preuve, puisqu'il a été relaxé sur les fameux délits en question. Moi, je ne comprends pas non plus pourquoi le tribunal correctionnel de Paris dément sa propre jurisprudence. François Bayrou a été relaxé exactement avec la logique inverse. C'est-à-dire François Bayrou, dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, des assistants parlementaires européens, le raisonnement qui a été retenu, il n'existe pas de preuve que M. Bayrou était informé des agissements ou des intentions de ses collaborateurs. Lui a été relaxé au nom de ce principe-là. Nicolas Sarkozy est condamné. Effectivement, on peut revenir aussi sur le mandat de dépôt et l'exécution provisoire qui, de facto, revient à nier... Alors, on avait ce débat entre le droit d'appel. Mais moi, je trouve, d'un point de vue démocratique, au-delà, effectivement, du choc que ça représente concernant la personne de Nicolas Sarkozy, et pour avoir publié Le Mur des cons, il y a une dizaine d'années, vous vous souvenez, qui montrait justement cette espèce de politisation d'une partie de la magistrature et avoir fait depuis, dans un certain nombre de cas, l'objet d'une forme de vindicte corporatiste de certains magistrats. Je dis bien de certains, je ne vise certainement pas l'ensemble de la magistrature. Je pense que réellement, il y a une inquiétude démocratique dans ce pays sérieuse. Luc Gras, sur ce que disait Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous pensez que on peut dire que la magistrature a voulu se payer Nicolas Sarkozy? Pas la magistrature, mais pas la magistrature. Certains magistrats, la magistrature. Et au-delà de ça, c'est pas du tout ce que nous disait et au-delà de ça, le droit, il y a une responsabilité des politiques, pour préciser ma pensée, parce que c'est pas les magistrats qui ont écrit la loi sur l'association de malfaiteurs. Si c'est un délit qui est très mal écrit, si l'exécution provisoire existe dans la loi, et donc si cette peine est à disposition des magistrats, c'est parce que les politiques, les parlementaires ont voté. Non, mais c'est très important de le rappeler, parce que c'est pas un procès de la magistrature en bloc, certainement pas. Luc Gras. Moi, je suis plus dans une approche apaisée. Je sais que la France est un État de droit et que c'est vrai que Nicolas Sarkozy n'est pas n'importe qui, c'est président de la République. C'est aussi quelqu'un qui va au-delà, qui est quelqu'un d'influent, qui est quelqu'un de puissant. Beaucoup de gens se disaient qu'il était insusceptible d'être condamné à ce niveau-là. Donc, en ce sens, oui, c'est surprenant. On se disait toujours, Sarkozy passera toujours. Voilà, il ne sera jamais condamné véritablement. Là où il y a un enjeu, je crois qu'il faut quand même qu'on respecte l'état de droit, parce qu'il faut se méfier de tout critiquer, etc. Il ne faut pas être fébrile. Il y a une justice en France, elle a rendu sa décision, on peut être pour, on peut être contre, il y aura un appel. Là où effectivement il y a un problème, c'est la fameuse exécution provisoire, d'ailleurs qui porte très mal son nom, parce que c'est l'exécution immédiate dans tous les sens du terme. On l'explique à nos téléspectateurs depuis le début. Il faut bien comprendre pour nos téléspectateurs que l'exécution provisoire, c'est l'exécution provisoire de la peine. Et donc c'est par conséquence le fait que non seulement Nicolas Sarkozy a été jugé et condamné, mais que quand bien même il ferait appel, vous l'avez déjà expliqué sur le plateau, eh bien, elle est tout de suite exécutée. Donc, il va directement à la prison sans passer par la case de l'appel. Et même si, par la suite, il devait être rendu une décision plus favorable à Nicolas Sarkozy, il n'en demeure pas moins qu'il aurait été en prison. Sur la question, est-ce que j'ai été surpris? Je n'ai pas été surpris parce que moi, je préfère être parmi ceux qui sont là pour défendre l'état de droit. Et l'état de droit dans une démocratie, c'est quelque chose de fragile. Eh bien, quand la décision ne vous plaît pas, c'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause l'état de droit. L'interprétation, oui, là, on peut remettre en cause dans l'interprétation. Mais ceux qui vont jusqu'à critiquer l'état de droit, je trouve qu'en démocratie, c'est quand même dangereux. On n'est pas dans n'importe quelle démocratie. Je vois pas bien qui critique l'état de droit. Il y a certainement des gens qui critiquent l'état du droit, c'est autre chose, mais je crois que personne ne remet en cause le principe de la magistrature. Moi, je trouve ça parfaitement légitime. Si un président de la République, ou un ancien président de la République, s'il y a des soupçons suffisants pour que des enquêtes soient menées sur sa personne, c'est évidemment parfaitement légitime. Je comprends ce que vous disiez. Vous disiez que peut-être que certains magistrats avaient quoi, surinterprété la loi ou avaient voulu se payer Nicolas Sarkozy. Vous voyez que la Dépêche du Midi publiait un article qui rappelait que la présidente du tribunal a manifesté contre M. Sarkozy en 2011. Enfin, quand même, je pense que... On peut manifester tout en continuant à faire son travail de manière impartiale. Certainement. Possible. Je pense quand même, puisque la justice retient dans un certain nombre de cas le concept de trouble à l'ordre public. Vous savez, c'est au nom du trouble à l'ordre public que le policier qui a tragiquement tué le jeune Naël a été mis en détention. Parce qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait des émeutes. Mais il y a quand même un trouble dans l'opinion de toute une partie du pays.
il y a un trouble dans l'opinion de toute une partie du pays qui constate qu'il semblerait qu'il y ait quand même un deux poids deux mesures dans le traitement des hommes politiques, notamment, pas seulement, mais selon la couleur politique qui est la leur. Il n'y a pas la même célérité. Je vous disais, pourquoi cette jurisprudence différente concernant François Bayrou de celle concernant Nicolas Sarkozy. Des exemples comme ça ne veut pas dire qu'il faille remettre en cause la justice. Moi, je ne remets pas en cause la justice. Je pense que dans une écrasante majorité des cas, les magistrats font parfaitement honnêtement leur travail. Et au-delà de ça, je vous disais, si le droit est mal écrit, ça n'est pas la responsabilité des magistrats. Pour autant, sur ce dossier-là, et pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure, vous voyez bien la logique. Ça veut dire qu'on peut condamner quelqu'un pour une intention supposée. Pour une intention supposée. Alors, mais à ce compte-là, parce que le problème du délit d'association de malfaiteurs, c'est comme le délit de trafic d'influence. En réalité, vous pouvez tout mettre dedans. Tout mettre dedans, parce que la politique, par essence... Il y a aussi un autre problème, hein. Vous parlez d'état de droit, mais moi je constate qu'il y a une forme d'atteinte à la séparation des pouvoirs, parce que les relations avec la Libye, c'est quoi? Admettons qu'il y ait une relation qui soit purement privée, qui soit purement un pacte de corruption supposé, même s'il a été relaxé pour ça. Est-ce que réellement, vous pensez qu'il revient à des magistrats d'apprécier si un responsable politique français peut ouvrir des négociations ou non avec un régime étranger, fût-il un régime contestable? Parce qu'à ce compte-là, on pourrait dire Emmanuel Macron, dans 10 ans, on viendra lui reprocher d'avoir ouvert des négociations avec le président syrien actuel. Parce que vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où il n'y a pas de fait, il n'y a pas de preuve, la justice a relaxé Nicolas Sarkozy de ce qui était toute la théorie du parquet national financier, comme de toute la théorie de Mediapart d'ailleurs. Il n'y a pas eu de financement de la campagne de 2007. On finit vite parce qu'on va aller sur les conséquences politiques. Oui, mais moi je pense que c'est précisément la conséquence politique, elle est là, ça ouvre un trouble dans le pays parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont l'impression que la justice ne respecte pas un principe d'équité selon ceux qui se présentent à elle. Alors, Julien Aubert, le vice-président des Républicains, est avec nous par visio. Bonsoir, monsieur Aubert. Justement, j'allais vous demander votre réaction, d'abord, et votre surprise peut-être à cette condamnation, mais après, plus largement, qu'on parle de l'impact que ça a pour la droite française, pour la politique française. Écoutez, mon premier commentaire, c'est qu'effectivement, la disproportion entre la gravité de la peine, qui touche à une forme d'indignité ou de flétrissure apportée à la réputation de Nicolas Sarkozy. Ça me fait penser un peu à François Mitterrand sur Bérégovoy qui disait « on a jeté au chien l'honneur d'un homme ». Et de l'autre côté, je dirais la nature, entre guillemets, du crime, qui est un crime d'atmosphère, où en fait, on n'arrive pas à prouver, mais par la proximité, on estime qu'il est en partie responsable, pas suffisamment responsable pour être condamné pour corruption, mais on retient une partie, je dirais, des accusations. Et je crois qu'il ne faut jamais juger un homme à ses relations. Judas avait d'excellentes relations. Ensuite, sur l'impact politique, je crois qu'il va au-delà en fait de la personne de Nicolas Sarkozy. D'abord parce qu'il jette le discrédit sur toute la classe politique, entre ceux qui pensent qu'elle se protège et que Nicolas Sarkozy devrait être jugé comme n'importe quel contribuable ou comme n'importe quel citoyen. Il l'est, mais je pense que ce n'est pas la même chose quand on a été président de la République ou quand on ne l'a pas été. Et puis deuxièmement, il y a tous ceux qui estiment effectivement que la justice est biaisée et que suivant que vous soyez non pas puissant ou misérable, mais de droite ou de gauche, vous serez jugé avec plus de sévérité ou plus de célérité. Alors, on va justement, Luc Gras, sur les conséquences pour la droite. Alors, évidemment, Nicolas Sarkozy, rappelez juste, nous, à nos téléspectateurs, Nicolas Sarkozy, ancien président, mais il avait encore, est-ce que c'était, quel type de patron c'était encore pour la droite, droite française? C'est très important parce que c'est pas n'importe qui, Nicolas Sarkozy. C'est un petit peu l'emblème de la droite, j'ose pas dire d'autres mots, mais c'est quelqu'un qui était très important. Et donc, vous voyez, pour la démocratie, ce soir, il se passe quelque chose d'essentiel. Si ce soir, que ce soit la gauche ou que ce soit la droite, on instrumentalise cette décision de justice, au passage en la commentant, moi je suis très prudent là-dessus, parce que quand on commence à commenter les décisions de justice, c'est qu'on ne les respecte pas totalement. Et donc, même le président Sarkozy, lui-même, la première chose qu'il a dit en sortant de l'audience, c'est que, bien sûr, qu'il se soumettrait à la loi et à la règle de droit. Alors, je trouve que, vous voyez tous les animaux politiques, là, qui ont tous dit « Oh, le pauvre Sarkozy, etc. » Vous savez, en politique, les amis, on les compte sur les doigts d'une main. Mais vous voyez bien que tous les gens de droite soutiennent Sarkozy, c'est bien parce qu'il est puissant.
Et vous voyez bien qu'à gauche, réciproquement, tout le monde n'est pas mécontent de la décision et tout le monde dit voyez Sarkozy s'est pris finalement il demande toujours que la justice soit sévère, mais quand elle est sévère avec lui finalement il est le premier à renoncer. Tout à fait la même lecture sur les réactions de la droite. Ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Jean-Sébastien tout à l'heure, c'est qu'il y a un enjeu essentiel. Est-ce que dans la démocratie, dans la République, un président de la République est d'abord un citoyen avant d'être un président de la République, un citoyen comme les autres. Et autrement dit, et c'est ce qu'a voulu le législateur et le constitutionnaliste sous la Ve République, oui, le président de la République est le primus inter pares des citoyens. C'est le premier des citoyens. Et à ce titre, il y a aussi une exemplarité. Si vous retournez les choses et que vous dites que Nicolas Sarkozy, il a été plus maltraité qu'un citoyen, alors le débat est ouvert. Mais là, la question, on le voit bien en fonction des interviews, les gens sont perdus parce que c'est un président de la République. Alors, les gens sont perdus parce que c'est très grave ce qu'il a fait, ou les gens sont perdus parce que la décision est très grave. L'enjeu, il est là. Jean-Sébastien, vous voulez réagir et puis après, Isabelle, on sur les réactions de la droite, moi j'ai entendu des réactions de soutien personnel, mais je n'ai pas entendu justement de commentaires sur la justice elle-même. Au contraire, je pense que les réactions étaient très timides parce que les hommes politiques de droite, ou les femmes politiques de droite, il faut bien comprendre ce qu'ils ont en tête. C'est si il me prend l'idée de critiquer la justice, je finirai dans la même situation. Parce que c'est quand même ça. Et après, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, c'est encore une autre question. Mais c'est un vrai trouble démocratique. Parce qu'il y aura une forme de vendetta judiciaire. Jean-Sébastien, on n'est quand même pas dans une vous voulez que je vous donne des exemples? Vous voulez que je vous donne des exemples de décisions? Dans une justice carrément. Vous voulez que je vous donne des exemples concrets? Vous voulez que je vous donne rien qu'un exemple concret qui concerne Atlantico? Pour vous donner un exemple, et puis après Isabelle, on retournera voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la rixe entre Bouba et Caris qui avait eu lieu dans l'aéroport d'Orly. Le jour de la rixe en question, ma rédaction fait une brève, un truc sans importance. Bon, bref, peu importe sur le truc. Quand vous tapiez dans la base AFP, Bouba, ce jour, la première photo qui sortait, c'était une photo sur laquelle il y avait Karim Benzema. Je vous la fais vite, il y a eu un outil de recadrage automatique. Bref, Karim Benzema apparaissait plus sur la photo. Karim Benzema nous a attaqué pour atteinte à son image. Ça a été vu par moins de 200 personnes. C'est resté en ligne 16 minutes. Vous savez combien ça nous a coûté en revenus publicitaires? L'équivalent de 7 mois. Il y a un principe en droit pénal qui est aussi que la peine soit proportionnelle aux revenus de ceux sur qui elle pèse. Moi, je veux bien qu'on m'explique que ça méritait pour un média indépendant 7 mois de revenus publicitaires pour une photo publiée par erreur avec des excuses publiques. J'avais présenté des excuses publiques. Et je vous assure, et je pourrais vous donner la liste des décisions de justice, mais on a publié le mur des comptes, donc le corporatif. J'ai été obligé, non mais pour vous donner un autre exemple, j'ai été obligé de porter plainte une fois parce que je recevais des menaces de magistrats. La plainte a été jugée recevable, la police scientifique a enquêté parce que précisément j'avais tenu des propos similaires sur Nicolas Sarkozy dans d'autres circonstances et que des magistrats m'ont menacé en me disant « Monsieur, nous espérons que le jour où vous retrouverez face à nous, le cas échéant, nos collègues seront censurés ». Non, mais c'est une réalité. On comprend que voilà, c'est une réalité. Vous avez eu des tensions avec des magistrats. Comme citoyen ou comme responsable de publication, que vous ayez subi des décisions qui vous ont semblé particulièrement... Pas moi seulement. Mais je voudrais qu'on recentre le débat sur les conséquences politiques. Justement, ce qui est grave en démocratie, c'est de remettre en cause l'institution judiciaire. C'est ça de remettre en cause l'institution. On va revenir sur les conséquences politiques, et je précisais d'ailleurs que dans la phase d'avant, on a vu que par ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde, voilà, le président du Portugal, Ehud Olmert, ancien Premier ministre d'Israël, en Roumanie, en Croatie, des présidents, des premiers ministres sont allés derrière les barreaux. Mais ça, c'est pas un problème. Ils sont coupables. Isabelle Fissek, on parlait là à l'instant des réactions politiques de la droite. Il y a eu deux registres. Pour moi, il y a eu deux registres finalement mesurés. Non, pour moi, il y a eu deux registres de réactions. Je les ai trouvés relativement timorés et la plupart, que ce soit celle de Bruno Retailleau, de Valérie Pécresse, de Xavier Bertrand, de Laurent Wauquiez, de Christian Estrosi, etc., disent leur amitié, leur soutien. C'est un registre très personnel, mais aucun commentaire sur la décision de justice. Alors, en off, on vous dit aussi qu'ils sont un petit peu... Alors, ils n'ont pas envie de commenter la justice. Ils sont un peu gênés et embarrassés aussi. Je crois qu'ils attendent un peu de voir les réactions également des Français. Et puis, il y a eu quelques réactions, je pense à celle de Gérard Larcher, qui s'interroge sur l'exécution provisoire et effectivement ce que ça veut dire pour la justice. Et puis je pense aussi à François-Xavier Bellamy, qui est eurodéputé et qui a aussi une place dirigeante chez LR. Lui parle d'un jugement politique. Mais c'est vrai que à droite, les réactions étaient quand même assez différentes. En revanche,
Marine Le Pen a été la première à réagir, et à réagir assez fortement, en dénonçant, elle aussi, le principe de l'exécution provisoire. Julien Aubert, on vous retrouve. On parlait de la place de Nicolas Sarkozy, qui a une place évidemment centrale, même s'il n'était plus président, mais dans la droite. Est-ce que, je vous pose la question un peu abruptement, est-ce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il va falloir faire sans Nicolas Sarkozy, sans son expérience, sans ses conseils, sans sa stature d'ancien président? Est-ce que l'ère Sarkozy est définitivement finie? Mais je pense que vous, pour le coup, vous trompez, vous avez 5 ou 10 ans de retard. Hein. La raison pour laquelle moi je réagis sur Nicolas Sarkozy, c'est pas du tout parce que je suis de droite. Sur le fond, je ne suis pas d'accord avec les décisions de Nicolas Sarkozy depuis presque 7 ans, 10 ans même de soutien à Emmanuel Macron. Je l'ai dit et répété à plusieurs reprises. Il nous a fait beaucoup de mal aux Républicains. Je ne suis pas d'accord non plus lorsqu'il est allé voir le Rassemblement national. Le sujet n'est pas là. Le sujet, et d'ailleurs sur tous ces sujets, j'ai toujours non pas essayé de regarder ce que les gens pouvaient dire, mais ce que je pense en tant que citoyen par rapport à une situation qui me semble injuste. Et je l'ai toujours fait d'ailleurs, que s'agisse de gens de gauche, de gens du Rassemblement national ou de gens de droite. Évidemment, avec Nicolas Sarkozy, j'ai partagé à un moment donné un bout de route, et ça n'est pas le sujet, et ça fait bien longtemps qu'il n'est plus le patron des Républicains, même plus une référence. Mais on disait que beaucoup d'hommes, je vous interromps 30 secondes, mais on disait quand même que beaucoup de leaders de la droite et des Républicains continuaient d'aller le voir, d'aller solliciter des conseils, qu'il avait encore une influence très importante dans la droite républicaine. Enfin, très importante. Bruno Retailleau, qui est le président du parti, a longtemps été une persona non grata pour Nicolas Sarkozy. Éric Ciotti, qui était le président d'avant, avait rompu les ponts avec lui. Enfin, Christian Jacob était un Chiracien et n'était pas forcément non plus très proche de Nicolas Sarkozy. Alors oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a une longue expérience politique, est un animal politique. Une rencontre avec Nicolas Sarkozy, c'est une rencontre avec une star. Donc il y a beaucoup de gens effectivement qui sont friands de ses conseils. Enfin, même si on ne peut pas vraiment comparer, vous savez, Antoine Pinet jouait à un moment donné ce même rôle, et c'est pas pour autant qu'il avait, entre guillemets, une influence. Voilà, alors je ne vous dis pas que Nicolas Sarkozy n'a pas d'influence, il en a eu notamment sur le mandat d'Emmanuel Macron, il en a eu sur une partie des Républicains, mais il ne faut pas chercher dans les réactions aujourd'hui cette influence. C'est pas pour cela, si vous voulez. D'ailleurs, c'est plutôt contre-productif. Vous savez, aujourd'hui, s'attaquer effectivement au fond de la décision de justice, c'est quelque chose qui peut effectivement vous attirer des ennuis. Monsieur Ferjou a tout à fait raison de le pointer, mais je crois que on doit s'extraire de cette lecture partisane pour attirer l'attention des Français sur le fait que si on veut que la justice... C'est bien de défendre l'institution judiciaire, mais c'est bien aussi de défendre la justice. Et sur le fond, moi j'estime, si vous voulez, que cette décision, elle est disproportionnée. Enfin, j'aimerais que... J'entends les gens qui disent « toucher l'institution judiciaire, c'est pas bien », mais enfin, quand la gauche explique que la police est raciste, je n'entends pas les mêmes voix pour expliquer qu'il ne faut pas s'attaquer à l'institution policière. Et juste une dernière question, Julien Aubert, vous l'avez entendu de la bouche de Français, les gens disent la droite reprochait toujours à la justice d'être trop laxiste. Là, on a débattu. Enfin, la justice a fait son travail, a donné une peine qui était conforme aux réquisitions. Et moi, je suis, si vous voulez, pour que la justice soit dure, mais qu'elle surtout, elle soit dure avec tout le monde. Et donc, lorsque je vois sur des opérations similaires qu'il y en a un qui est relaxé et l'autre qui est condamné, un pour lequel ça va très vite et l'autre pour lequel ça va très lent, il y a une théorie en droit qui s'appelle la théorie des apparences. Et donc, il faut qu'en apparence, cette justice, elle soit égalitaire. Après, on peut avoir une critique sur le laxisme ou pas, d'accord ? Donc, moi, je veux dire, à la limite, si la justice a été disproportionnée et dure avec tout le monde, c'est un choix de politique pénale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le choix que l'on voit. À côté de ça, vous avez des gens qui agressent des policiers et qui ressortent quelques heures les mains libres. Voilà, et ils peuvent le faire plusieurs fois et rien ne se passe. Donc, c'est ça en réalité que je conteste. Et dans le cas de Nicolas Sarkozy, le péché d'intention, je dirais, c'est quand même pas le péché d'action. Et donc, c'est pas la même chose, même si vous avez pensé la corruption, c'est pas la même chose que de la penser et de la faire. En tout cas, je pense qu'il y a une vraie différence, et cette différence, ça s'appelle les faits. Et parce qu'il y en a un qu'on ne peut pas démontrer.
Merci Julien Aubert-Lucgras, vous vouliez réagir? Non, oui, parce que bon... mais sur la droite, sur la droite, pour dire que l'influence encore de Nicolas Sarkozy lors des dernières semaines, Retailleau, Wauquiez, Bardella, Le Pen et Attal ont rendu visite à Nicolas Sarkozy, à son bureau de la rue Mineiro-Ménil. Donc, je crois que Nicolas Sarkozy n'est plus leader de la droite, mais il a une magistrature d'influence, parce que c'est quelqu'un qui a été président de la République, et on ne va pas enterrer comme ça Nicolas Sarkozy. Sur le fond, peut-être sur le fond, Monsieur Aubert, il a raison, quand il dit c'est la même chose quand on dit la police tue. La police tue, c'est inacceptable, parce qu'on a une démocratie, c'est fragile. Donc, on défend les institutions, la Ve République, la police et la justice. On peut commenter les décisions de justice, mais il faut se garder de remettre en cause, parce que c'est fragile. Et enfin, dernier point, le jugement dernier, ce seront les Français qui l'auront, comme disait Isabelle. On va voir pourquoi les hommes politiques de droite et de gauche, certains sont un peu plus mesurés, parce qu'ils attendent de voir ce que pensent les Français. Et si les Français, qui sont toujours attachés à ce que les décisions de justice soient appliquées en général, eh bien, s'ils penchent à 80% dans un sens ou dans l'autre, évidemment que ça libérera les esprits.